Europe 1. À 8h13 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est candidat à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Sonia Mabrouk. Vous, président de la République, auriez-vous demandé pardon aux harkis au nom de la France comme l'a fait hier Emmanuel Macron ? Je crois que il est nécessaire d'ouvrir grand les yeux sur notre histoire, y compris sur nos erreurs, nos fautes, nos manquements. De là à demander pardon, on pourrait demander pardon tous les jours pour des faits qui se sont déployés, développés il y a 300, 200, 150 années. Alors finalement, est-ce que le travail d'une nation pour reconstruire ou préserver son unité, ce n'est pas au contraire de regarder très froidement ce qu'a été notre histoire, de ne pas en avoir peur, d'affronter les archives à ouvrir, de mettre les historiens au travail, car ce n'est pas une captation du politique que l'histoire. Ce doit être l'objet de recherche et de fabrication d'un consensus avec le temps, finalement. Nous sommes trop dans la contrition ? En tout cas, on ne peut pas passer sa vie à demander pardon. On doit régler les problèmes pour ceux qui sont vivants, mais demander pardon à des morts, on ne refera pas l'histoire. En revanche, un pays qui se projette vers le futur, c'est celui qui se tourne vers l'avenir et qui dit il y a eu des manquements, évitons de les reproduire, tirons-en les justes leçons. Regarder l'histoire et son passé les yeux ouverts, c'est construire un avenir qui est, j'allais dire, meilleur. Voilà, nous sommes meilleurs parce que nous avons été mauvais. Donc dire qu'on a été mauvais nous permet d'être meilleurs. Et eu égard, Arnaud Montebourg, à votre histoire personnelle, je me permets d'en parler, c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Votre grand-père maternel a été dans l'armée dans les années 30, ensuite il a prêté main forte au FLN. Vous êtes fier de cet héritage, de cette histoire ? Mon grand-père il s'appelait Hamli Choulkadi, il est né en 1907, il est mort en 1994. J'ai eu le temps de connaître sa vie, les déchirures de la décolonisation, car il était lui un sous-officier, un sergent-major de l'armée française. Et il s'est engagé du côté de la libération de l'Algérie pour finalement, en 1962, venir en France. Et c'est là que je suis né, à travers... et c'est en France que je suis né, n'est-ce pas ? Mais c'est un mélange. Et c'est une des raisons pour lesquelles je défends l'idée que la nation française, sa force, sa beauté, c'est le fait qu'elle est une nation politique, c'est le contrat que nous formons ensemble, qui nous donne notre force. Ce n'est pas ce que nous sommes, parce que nous sommes tous différents. Je crois que Braudel, ce grand historien, avait dit la France est quelque chose comme ce sont des morceaux cousus et il faut une forte centralité pour les tenir ensemble. C'est l'esprit de Valmy, vous voyez, les Bretons, les Provençaux qui parlaient pas la même langue, qui se sont unis pour bouter les monarchies qui voulaient renverser la Révolution française. En vérité, pour moi, nous avons besoin de renforcer le contrat républicain. Le contrat républicain, l'école, oui. Le service national, on va la en laïcité. C'est-à-dire, parce que nous n'avons pas d'autre choix. On va en parler. Nous ne sommes pas une nation ethnique. Nous sommes une nation politique. Nous sommes une nation politique, mais sommes-nous encore une grande puissance ? Vous connaissez l'expression puissance moyenne. J'en viens à l'actualité. On n'en finit plus d'en vouloir aux États-Unis. Selon vous, Arnaud Montebourg, qu'est-ce qui a capoté dans le contrat, le méga contrat sur les sous-marins ? Écoutez, je ne ferai pas des explications sur ce contrat. Je me contenterai d'observer que l'affaire Alstom, les amendes de la BNP à cause du droit extraterritorial américain, l'histoire du coup de poignard australien, les affaires multiples dans lesquelles, et notamment les écoutes de la NSA, 72 millions de conversations selon Edward Snowden ont été capturées par les Américains sur les plus hautes autorités, sur toutes les entreprises françaises par les Américains. Donc nous avons un sujet de réaffirmation de notre pays. Par exemple, peut-on accepter que tous les grands cabinets de conseil, McKinsey, les grandes banques, les fonds d'investissement, Goldman Sachs, Ernst & Young, qui sont soumis au Patriot Act, c'est-à-dire que la totalité des informations qui circulent dans ces cabinets sont directement capturées et sont sous législation américaine. Ce sont ces cabinets qui travaillent avec l'État. Aujourd'hui, les grandes entreprises stratégiques, nous devons décider la mise à l'écart. C'est une décision. Au profit évidemment de cabinets d'ailleurs, il y a beaucoup de gens très doués dans ces cabinets, qui d'ailleurs ne sont pas forcément de nationalité française, qui pourraient travailler dans les cabinets français, qui ne sont pas assujettis au Patriot Act. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous devons prendre des décisions comme celle-là pour remonter notre pays.
Notre pays a besoin de se réaffirmer. C'est ce que j'appelle la remontada. Quand on est cloué au mur, plaqué au sol et qu'il reste 45 minutes, l'équipe de France doit se ressaisir. Mais êtes-vous l'homme de la remontada? J'en viens à votre candidature, Arnaud Montebourg. Vous avez exclu tout rapprochement avec Anne Hidalgo en la qualifiant de fille spirituelle de François Hollande. Juste une précision, j'imagine que ce n'est pas un compliment dans votre bouche. Écoutez, je ne commente pas les uns les autres. Alors c'est votre phrase. Je défends des propositions politiques, un projet, une vision, une méthode et une stratégie. Mais pourquoi laisse-t-elle penser que vous pourriez la rejoindre? Ça nous interpelle. Écoutez, Madame Le Pen pense que je pourrais faire un très bon membre de son gouvernement. Monsieur Bertrand également. Monsieur Mélenchon a jugé il y a quelques années que je pourrais être son Premier ministre. Et maintenant, Madame Hidalgo considère que je suis son annexe. Donc, moi, je vais vous dire, si tous ces gens considèrent que je suis si formidable, je crois qu'ils devraient se désister en faveur de ma candidature. Allons sur le fond des propositions. En dénonçant la proposition, justement, d'Anne Hidalgo de doubler les salaires des professeurs en 5 ans, Arnaud Montebourg, vous n'allez pas dans le sens d'une partie de l'électorat de gauche à qui vous parlez également ce matin. Mais d'abord, je trouve que entrer sur la question du projet éducatif, et pour moi, il y a un sujet de remontada de l'éducation nationale, effondrement du niveau des élèves en 15 ans, nous sommes au fond des palmarès internationaux, notamment sur les mathématiques, explosion des inégalités scolaires, l'ascenseur social scolaire bloqué, et des enseignants maltraités et déclassés. Déclassés parce que leurs salaires ont été gelés depuis 11 ans. C'est considérable. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont considérés, ils sont gelés. Voilà, donc on n'a pas besoin d'eux. C'est ça que ça veut dire comme message. Et donc je voudrais aborder la question du projet éducatif, évidemment avec des revalorisations significatives. Si on revalorise, pour moi, je défends la hausse des salaires, la remontada des salaires dans le privé, mais également vis-à-vis des fonctionnaires de l'État, des agents de l'État, de ceux qui font vivre le contrat de la République. Mais alors pourquoi c'est irréaliste cette proposition d'Anne Hidalgo? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre proposer une augmentation, comme le demandent d'ailleurs les organisations syndicales de professeurs, qu'il faudrait d'ailleurs consulter, avec lesquels il faudrait travailler, une augmentation significative, un rattrapage important, plutôt qu'un doublement. Parce qu'un doublement sur 1 million de personnes, en année pleine, c'est 60 milliards, c'est l'équivalent de 80% de l'impôt sur le revenu. C'est de la démagogie? Non, 80% de l'impôt sur le revenu, donc personne ne peut y croire. Et puis par ailleurs, c'est parfaitement incohérent quand finalement on propose une mesure de cette ampleur avec le conformisme européen des socialistes. Que j'ai moi-même combattu. Oui, et que vous connaissez c'est très bien. simple. Comment ça fonctionne, les élections présidentielles en France? On fait des listes au Père Noël. C'est la fête pendant les élections présidentielles. Puis après, on est élu. Et que se passe-t-il? On prend l'avion pour Berlin, on prend le train pour Bruxelles. Et on est refroidi. Et là, les catalogues en papier glacé vont directement à la poubelle. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé dans les précédents quinquennats. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles la question de la reprise en main de notre destinée et le fait qu'on rééquilibre la relation entre les États membres et l'Union européenne est un des points centraux de ma proposition politique de 6e République. Arnaud Montebourg, un Père Noël à votre façon, parce que vous plaidez une augmentation du SMIC d'environ 10%, mais d'abord, est-ce que vous abaissez pour cela les charges, et c'est l'État donc qui compense, ou bien c'est imposé aux entreprises? Alors, moi je propose une réforme d'ampleur, négociée avec le patronat et les syndicats, pour déplacer le système de financement de la protection sociale. Nous ne pouvons pas continuer à surtaxer le travail, l'emploi, les salaires et les embauches. Nous devons trouver une autre assiette et je fais la proposition que nous utilisions la valeur ajoutée des entreprises, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins ce que coûte la fabrication du chiffre d'affaires, qui est neutre, qui ne décourage pas l'embauche, les salaires et l'emploi et qui permettrait de créer dans les études économiques au FCE et beaucoup d'autres environ 700 000 emplois par le simple fait de la mesure. Et qui ne va pas faire exploser le coût du travail, parce que beaucoup d'entreprises n'auraient plus les moyens de payer. Non, c'est neutre, c'est-à-dire qu'en fait c'est un déplacement, mais ça permet à des entreprises qui ont peu d'employés, qui cotisent peu à la protection sociale, de payer au prorata de leur chiffre d'affaires, sans les ruiner bien entendu, et ça permet aux entreprises de main-d'œuvre d'être déchargées du poids de cotisations sociales excessives alors qu'elles font travailler des gens. Donc cette évolution-là me paraît être un grand chantier pour qu'on en finisse avec le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui la taxation des salaires. On taxe les salaires et le travail dans notre pays. Autre chantier, Arnaud Montebourg, vous souhaitez aussi remettre au goût du jour le dividende salarié. Mais
Ça, c'est une très belle invention gaulliste, mais est-ce que ce n'est pas ni plus ni moins la loi Pacte, avec déjà l'intéressement et la participation? Ça a déjà été fait. Aujourd'hui, seulement les entreprises de plus de 50 salariés sont assujettis à ce qu'on appelle la participation à l'intéressement. Donc il y a 5 millions de salariés sur 19 millions dans le privé, c'est peu, qui reçoivent, il en reste 12 qui ne reçoivent rien. Donc je propose la démocratisation et la généralisation du dividende salarié, c'est-à-dire le partage des profits, quand il y en a, entre les actionnaires et les salariés. C'est la renaissance du projet gaulliste englouti, qui disait en 1968, les gens je cite, c'est très intéressant de citer le général de Gaulle aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit qu'il avait une vision très tempérée du capitalisme et de l'économie. Il disait, les gens se mettent ensemble pour réaliser une œuvre économique commune, ils forment une société dans laquelle chacun doit être intéressé au fonctionnement, à la rentabilité, donc au profit. Eh bien, c'est exactement, en fait, le projet qu'il faudrait instaurer. Mais vous estimez que le gouvernement n'a pas fait assez? Puisque je suis allé voir les détails de la loi Pacte, quand même, l'accord a été simplifié avec des accords intéressement et participation assez conséquents. C'est une option, c'est facultatif. Je voudrais le rendre obligatoire, ainsi que l'entrée des salariés dans les conseils d'administration, comme c'est le cas en Allemagne, comme c'est le cas dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Pourquoi? Ils ont gardé leur industrie parce que les salariés sont là, dans les conseils d'administration. Les délocalisations, on cherche d'autres solutions. Mieux vaut une bonne restructuration qu'une délocalisation. Vous avez des patrons derrière vous qui vous soutiennent, Arnaud Montebourg? Beaucoup. Ce sont des entrepreneurs comme je le suis. Donc vous arrivez à mobiliser le monde économique. Le monde économique dans ce qu'il a d'économie réelle. C'est-à-dire ce ne sont pas des financiers, ce sont des gens qui bossent dans leur boîte. Vous voulez dire il n'y a pas de banquiers? Les banquiers, vous savez, parfois sont comment je dire, à l'écoute de leurs clients. Parfois les clients, ce sont aussi, les entrepreneurs et les entreprises. Mais nous voyons bien que le secteur bancaire a déserté l'économie réelle. Et c'est un des problèmes aujourd'hui de la France. C'est que le système bancaire s'est centralisé, pendant que l'économie, elle, reste décentralisée. Et l'épargne est collectée dans les territoires, mais va financer tout autre chose que les entreprises sur les territoires. Arnaud Montebourg, souverainisme, réindustrialisation, est-ce que vous vous considérez être, puisque vous avez dit qu'Anne Hidalgo est la fille spirituelle de François Hollande, et vous, est-ce que vous êtes le fils spirituel de Jean-Pierre Chevènement? Écoutez, on va éviter ce type de, j'allais dire... C'est plutôt un compliment, cet héritage-là. Non, mais Jean-Pierre Chevènement est un ami personnel et un de mes inspirateurs aux côtés de Pierre Jox. Voilà, ce sont les deux piliers de ma vie, j'allais dire intellectuelle et politique. Je dois dire que nous allons devoir changer radicalement de méthode. Si nous voulons avoir une chance de rattraper l'Espagne, l'Angleterre au niveau industriel. Et pour cela, il faut être le trait d'union entre souverainistes de gauche et de droite, il faut l'assumer? Je ne dirais pas ça, je ne suis pas du tout un souverainiste. Je considère que la France doit se réaffirmer. C'est un gros mot pour vous, un mot tabou? Non, c'est pas un gros mot, c'est une case. Je ne suis pas souverainiste, je suis un amoureux de la France, un militant du Made in France. Je pense que nous ne pouvons plus vivre aujourd'hui en ayant perdu la main et le contrôle, donc il va bien falloir reprendre la part nécessaire de souveraineté, mais je suis un pro-européen. Vous savez, quelqu'un d'autre... Je vais vous dire une chose, pourquoi nous avons besoin de l'Europe? Pour nous protéger contre les grands empires, contre les GAFA qui nous ont colonisés sur le plan numérique, contre l'industrie chinoise qui nous a colonisés. Ils sont en train de trembler. Les GAFA et l'industrie chinoise, en vous entendant, ils sont en train de trembler ce matin. Véritablement, vous pensez qu'il peut y avoir un sursaut européen? Ah non, pas du tout. Non, mais votre ironie n'est pas déplacée pour une raison simple. C'est qu'en effet, on a besoin de l'Europe pour être fort. Qu'est-ce qu'attend la Commission européenne pour bloquer Google? Quand 5 auto-écoles fusionnent avec 5 auto-écoles en Hollande et au Danemark, la Commission européenne leur tombe dessus en disant c'est une atteinte au marché. Et là, Google à 95%, ce n'est pas une atteinte au marché? Donc qu'est-ce qu'on attend? Vous savez que les patrons de PME qui vendent sur Internet, comme moi je vends du miel sur Internet, qui est leur patron? L'algorithme de Google. Un monstre dissimulé. Mais qu'est-ce qu'il faut séduire? Qu'est-ce qui vous fait croire que à chaque instant pour réussir à être référencé? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce sursaut viendra avec vous? Ah ben, je ne le crois pas. Il n'y a pas le choix. Mais moi, ce que je sais, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ne proposent pas de changement, on peut continuer comme avant. On a déjà fait 4-5 quinquennats comme ça. On peut continuer. Et il ne se passera rien. Et nous continuerons à glisser vers l'élimination. Donc moi, ma proposition, changement de méthode. On casse les règles de la commande publique. On reprend
totalement le type d'alliance entre le public et le privé pour réindustrialiser la France. On organise la France sans pétrole. On a intérêt à se passer des 45 milliards de factures pétrolières. Bien sûr, bien, on n'a pas le choix. Et donc cette France sans pétrole, vous vous rendez compte, il va falloir qu'on change 11 millions de chaudières au fioul en France. Il va bien falloir investir, donc l'État va être là. On a besoin d'un État fort pour transformer notre pays et le faire remonter. C'est la remontada de la France. Le projet, les ambitions, les idées d'Arnaud Montebourg, on va continuer à en parler. Merci, monsieur le candidat à la présidentielle. Merci, Madame Mabrouk, pour votre invitation. Notre invité ce matin sur Europe 1. Merci Sonia et merci Arnaud Montebourg.